المساء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, fidèles téléspectateurs de la radio et télévision Bonferré, ravi de vous retrouver cet après-midi encore une fois dans le cadre de ce rendez-vous hebdomadaire, votre émission préférée Jeunesse Active. Jeunesse Active qu'il faut rappeler co-animée par l'AMN, l'Association des étudiants musulmans du Niger, et le groupe de presse radio et télévision Bonferré. Jeunesse Active de ce jour aborde une problématique d'actualité relativement au contexte actuel de notre pays. Le contexte que nous connaissons tous, que nous savons tous, il est question actuellement d'un Niger nouveau, d'un Niger où naissent désormais des patriotes imbus des valeurs républicaines, imbus des valeurs de développement, des valeurs de progrès, en un mot, des valeurs de patriotisme. D'où notre sujet ainsi formulé, la construction du Niger de demain, quelle contribution de la jeunesse? La construction du Niger de demain, quelle contribution de la jeunesse? Il sera question à travers cette problématique de dégager quelques aspects essentiels qui, non seulement en termes de balisage, pourraient être considérés comme des entraves longtemps vues au développement de notre pays, le Niger, mais également de partir dans une approche de proposition dans le sens toujours d'éclairer la lanterne de cette jeunesse qui d'ailleurs, il faut le rappeler, et comme nous le savons, affectueusement appelée le fer de lance de développement de toute nation à l'image du Niger. Alors pour le Niger, nous allons aborder ce sujet-là avec notre frère, notre aîné, Amadou Issa Garba, qui est membre du conseil consultatif du Bureau national de l'Association des étudiants musulmans du Niger, que je rappelle aussi, il est l'associé manager général du cabinet Leader d'Afrique. Salam alaikum wa rahmatullah. Très ravi de vous retrouver cet après-midi sur ce plateau de la télévision Bonferré. Je dois encore vous dire merci d'avoir accepté cette invitation. Avec vous, je l'annonçais tantôt, nous allons parcourir ce sujet-là, la construction du Niger de demain, quelle contribution de la jeunesse. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous demander que vous inspire, quelles sont vos premières impressions sur ce sujet, bien évidemment, en rapport avec l'actualité actuelle du pays. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيدنا وحبيبنا وقدوتنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. C'est un plaisir pour nous d'être sur ce plateau pour échanger sur cette thématique d'actualité. Cette thématique qui parle de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous voudrons construire et ce que nous voudrons laisser aux générations futures. Nos premières impressions, c'est de dire Alhamdulillah, toutes les louanges sont à Allah. C'est dans sa volonté, sa puissance et sa sagesse que nous vivons ces moments présents dans notre pays. Il m'arrive de le dire que la situation que nous vivons aujourd'hui
une situation qui, jusqu'au soir, je dirais jusqu'à 21h du 26 juillet, l'essentiel de la population nigérienne n'y croyait pas. Parce que les conditions étaient créées pour que le régime en place ne puisse jamais tomber. Et nous voyons de loin se construire un empire d'une classe qui a créé ou qui a posé ses fondations à la veille de la conférence nationale et qui, après 20 ans d'opposition, se fixe et se regarde loin pour au moins un quart de siècle, sinon une génération, pour gouverner le Niger comme s'il n'y avait qu'eux qui avaient l'art et les outils pour diriger ce pays. Et cela, à l'image de ce que nous enseigne l'islam, nous nous sommes retrouvés dans une situation comme à la veille de la révélation, où la société était arrivée à un niveau où, au niveau le plus bas des dépravations des mœurs, de déperdition des valeurs, essentiellement que Allah envoya le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous étions presque arrivés dans ce schéma où toutes les valeurs traditionnelles, religieuses, valeurs morales étaient en train d'être bafouées. Je pense l'avoir dit plusieurs fois dans ce studio qu'aujourd'hui nous n'avons aucun repère pour le Nigérien comparé au Burkinabé qui est reconnu comme étant l'homme intègre par la notion même du Burkinabé. Nous n'avions aucune référence. Nous n'avions aucune valeur fondamentale à défendre. Nous n'avions aucun repère. Les Nigériens vivaient comme ça au gré des circonstances. La manifestation publique était devenue définitivement rangée dans les tiroirs. Et même l'expression était contrôlée, voire punie tout de suite, ne serait-ce que par une intervention dans un groupe WhatsApp. Ouais. C'est dans cette situation-là qu'est intervenu ce changement dans la vie de notre nation. Et ce changement, nous disons que c'est la volonté de Dieu. C'est le choix de Dieu comparativement aux autres coups d'État qu'il y a eu au Niger. Quand vous lisez l'histoire du coup d'État de Kounké, c'est une opération préparée, matériellement préparée. Ça s'est passé la nuit, les choses se sont réalisées, ils ont réussi leur coup. Quand vous allez au coup d'État de Baré, ça a été préparé techniquement et il y a eu des affrontements, même si ce n'était pas trop, mais tout était préparé. Tout était préparé. Pour le cas de Walké, encore, l'information est publique, ça a été préparé. Le cas de Salou Jibo, la même chose. Mais ici, qui va me dire que un char ou une arme a été préparée la nuit du 25 pour qu'à l'aube on puisse dire au président en fonction en ce moment que c'est fini. Aucun indice ne laissait présager. Rien n'a été préparé, mathématiquement et techniquement pour ce coup. Parce que c'était Dieu a fait de ces soldats-là ou de ces militaires-là ses soldats. Comme Allah le dit dans le Coran, le peuple nigérien a invoqué Dieu profondément dans l'âme et dans la langue du cœur devant sa maison sacrée et au jour de Arafat sous le mont Arafat. Nous avions demandé à tous les pèlerins d'invoquer pour que la paix revienne au Niger, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et le symbole que j'ai vu, pour ceux qui s'en rappellent, le dernier vol des pèlerins était arrivé la nuit du 26 au 27. Et alhamdulillah, Dieu a entendu cette prière. Et c'est ce qui me permet de dire que ce que nous vivons aujourd'hui
c'est une volonté de Dieu. Et de dire tout de suite à ceux qui attendent et qui espèrent que ces militaires vont échouer, qu'ils se rendent compte que ces militaires sont au service de Dieu, au service de la communauté. Et espérer qu'ils échouent, c'est espérer que le Niger tombe dans les ténèbres, et le Niger ne tombera pas dans les ténèbres. Donc l'enjeu dépasse de loin les questions d'intérêt personnel, d'intérêt partisan en réalité. Même si, c'est une hypothèse, même si au départ, on peut estimer ou imaginer ou penser que c'était pour des intérêts égoïstes, Dieu n'a fait qu'utiliser les intérêts égoïstes pour l'intérêt national. Et c'est en même temps pour dire aux gens que les intérêts égoïstes sont désormais bannis au Niger. Que c'est l'heure de s'occuper de l'intérêt général. Tel que prôné par notre religion et tout le bon sens qui réside dans la tête ou dans le cœur des hommes. Il y a donc la matière à méditer. Ouais. Matière à méditer. Et justement par rapport à ce panorama sur la situation actuelle du pays que vous venez de dresser, il y a une frange assez particulière qui est la jeunesse, et c'est elle qui constitue notre cible à travers ce canal d'échange. Ici, vous avez en partie touché d'ailleurs la première question que j'allais vous poser, les facteurs principaux qui, on peut le dire, freinent le développement, le décollage économique, le décollage à tous les niveaux en termes de progrès, de développement de ce pays. Est-ce qu'on peut identifier quelques facteurs pour orienter cette jeunesse? Le facteur fondamental, c'est le fait que notre pays soit mis entre les mains de l'Occident. Le problème fondamental, il est là. L'Occident a mis ses verrous. L'Occident s'est bien positionné avec ses indicateurs pour qu'on ne se développe jamais, afin qu'eux, ils puissent profiter. Ça, c'est l'élément fondamental. D'accord. C'est pour ça que nous disons, pour l'avenir, il faut bannir toute relation de subordination à l'Occident. Tout lien qui nous amène à vendre l'intérêt du Niger à l'Occident doit être banni pour l'éternité. Donc le premier problème, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Nous voilà, par des manigances d'hommes égoïstes, arrivés à une conférence nationale. Voilà des hommes et des femmes qui se retrouvent, au lieu de passer des mois à réfléchir sur ce que doit être le Niger de demain, est arrivé, où ils sont arrivés, à ne faire que des jugements comme un tribunal. C'est comme ce qui se passe partiellement aujourd'hui, où des acteurs de la société civile n'ont rien à dire que d'enfermer un tel, comme si c'est ça qui va faire que les gens ne soient plus pauvres. C'est qu'ils sont passés jusqu'à aller déterrer les Sénécoutiers, à faire venir des gens de l'extérieur pour les gronder et leur dire qu'on doit les punir. Toute la conférence nationale a marché sur ça. Nous, on était encore assez jeunes, mais on n'était pas aussi petits pour ne rien comprendre. Et même si on était assez petits, on a eu du temps pour lire l'histoire et comprendre ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. La conférence nationale n'a joué qu'un premier rôle, c'est de détruire ceux qui ont géré le Niger avant cette conférence. Un. Deuxièmement, c'est de mettre les jalons d'une gestion du Niger selon la volonté de l'homme blanc. D'accord. Et on est sorti avec ce qu'on appelle démocratie, symbolisée par le multipartisme. Et disent-ils, la séparation du pouvoir, qui nous connaissons n'a jamais été une réalité. Donc, notre développement économique a été, pendant tout ce temps, selon les désidératas de l'Occident, qui vient à partir,
à travers la Banque mondiale et son mari, le Fonds monétaire international, qui viennent pour nous indiquer le chemin à suivre. Et on vient 5, 2, 3 ans après pour nous dire que non, c'est pas bon, parce que vous n'avez pas atteint ces indicateurs, on change de méthode, on va dans un autre format. D'accord. On quitte, on va dans un autre format. Et on est parti nulle part du point de vue économique. Du point de vue social, on a plutôt régressé. Toutes les valeurs traditionnelles que nos aïeux nous ont laissées ont été mises dans la poubelle. Aucune référence. Alors que hier, le Nigérian était respecté. Partout au monde. Yeah. Même si on confondait le Nigeria et le Niger, lorsqu'on identifie le Niger, on sait qui il est. Les Nigériens se distinguaient dans les universités internationales par leurs résultats et par leur comportement. Aujourd'hui, qui respecte les Nigériens? Difficile. Avec quelles valeurs nous sommes respectés? Les valeurs sociales sont tombées. Nous n'osons même pas aller vers l'industrialisation de nos pays. Parce que l'Occident a dit qu'il ne faut jamais que l'Afrique s'industrialise. Et l'essentiel des hommes qui nous ont gouvernés, nous le savons clairement, ont vendu leur âme aux Blancs. L'essentiel d'entre ces gros bonnets rouges sont des francs-maçons. Cette secte sioniste qui veut gouverner le monde selon des valeurs contre nature. À la Et limite, quand ça tu adhères, les vidéos sont là, sur les réseaux sociaux, sur les sites. Quand tu vends ton âme là-bas, tu réponds. Regardez, une simple règle qu'ils ont, c'est qu'un dirigeant doit dire le contraire de ce qu'il fait. N'avons-nous pas été témoins de cela dans ce pays? Les gens ne nous ont pas dit qu'ils vont gérer le Niger comme Omar ibn Khattab et de faire le contraire de ce que fait Omar ibn Khattab. Dire le contraire de ce que tu fais. Et ils disent que ils veilleront à ce que dans les pays, dans les États, que les dirigeants soient choisis par eux. Et ils veilleront à ce que ces dirigeants soient des gens qui ont une tare dans leur vie, à travers lesquels ils vont les manier lorsqu'ils voudront aller contre leur volonté. C'est des gens, de personnes-là qui nous ont gouvernés, qui savent ce qui se passe autour de nous, mais qui n'avaient plus d'option, parce qu'ils préfèrent gouverner, être dirigeants, que d'être des simples citoyens s'ils n'étaient pas tués par l'homme blanc. D'accord. Donc ça, c'est la situation qui est, à partir de laquelle est partie cette démocratie. Cette démocratie qui a été le cœur de la corruption. Parce que les hommes politiques vont dans les villages. Ils parlent, ils promettent des choses aux villageois. Ils donnent de l'argent. Quand les élections sont terminées, ils arrivent au pouvoir, les villageois, quand ils ont une ordonnance, quand ils ont un baptême, quand ils ont un mariage, ils descendent à Niamey, au ministère ou devant la porte du ministre pour demander de prendre en charge. Le ministre a un salaire de 1,5 million. Il n'a même pas fini de prendre en charge sa propre famille, à propre raison de prendre en charge ses militants et les villageois. Où est-ce qu'il va trouver l'argent? Il est obligé de voler. De voler comment? En trouvant un fournisseur qui est membre du parti politique à qui il va donner un marché, qui va donner sa part. Le système multipartiste qui nous amène à aller à des élections en premier tour et en second tour où d'autres partis doivent venir tenir main forte à l'un des partis pour arriver au pouvoir et on fait le chantage, nous t'avons aidé à arriver au pouvoir, il faut répartir. Ce qui nous a amené à construire des gouvernements de plus de 40 personnes pour un pays de moins de 26 millions de personnes avec combien de défis devant nous. Un ministère, on le concasse en 4 ministères. Simplement parce qu'il faut récompenser. On a fini avec les ministères, on est rentré dans la série des hauts commissariats, des hautes autorités, des hauts conseils pour juste récompenser ceux qui nous ont aidés à arriver au pouvoir. Tout ça, c'est le résultat du multipartisme. Donc là, on peut dire que le malheur du Niger, c'est d'avoir copié le système occidental, on peut le dire. C'est d'avoir rencontré l'Occident. C'est d'avoir rencontré l'Occident. Justement. Mais surtout d'avoir accepté ce système qui n'est pas occidental en réalité. Parce que quand vous allez en Belgique, comment s'appelle le président de la Belgique? Ils ont une reine. Comment s'appelle le président de la Grande-Bretagne? Comment s'appelle le président de l'Allemagne? Il n'y a pas en réalité ce système, comme on dit. Ceux que j'ai cités n'ont pas de président. Comment s'appelle le président du Danemark? Voilà. Ils ont des royautés dans beaucoup de pays de l'Europe.
Et pourquoi on veut nous imposer un système où il faut être dans une démocratie française, où nous n'avons pas les mêmes réalités sociopolitiques et économiques, où nous n'avons pas les mêmes valeurs morales et traditionnelles, où nous n'avons pas parcouru le même chemin. On veut nous imposer cela tout simplement parce que l'homme blanc finance nos élections, enterre les résultats, parfois avant même que la Cour constitutionnelle ne valide, et l'homme est positionné pour travailler au service de la France. D'accord, c'est le premier facteur qu'on pourrait lever, qui est considéré comme une entrave au décollage, au décollage économique, au progrès de ce pays-là. Est-ce qu'il y a un autre facteur qu'on pourra ajouter? Tout le reste, moi, j'en fais une conséquence. Une conséquence directe, justement. Parce que si on devait... Vous savez, à la veille de cette conférence nationale, il y avait un travail formidable que la population avait fait, que le Niger avait fait, qui était la charte pour la société de développement. C'était fait au temps de Kounché, mais ce n'est pas Kounché qui a fait. C'est le peuple intégral, l'ensemble de la population. Ils sont partis à la base pour remonter et finir par un référendum pour dire oui, nous voulons nous définir un chemin pour le Niger, pour le développement du Niger. Et quand vous découvrez ce document-là, peut-être on va en parler plus loin. On ne comprend pas comment est-ce que des hommes ont pu arriver à ranger cette richesse, ce don de Dieu, dans les tiroirs, carrément à la poubelle, sans se rendre compte qu'on pouvait les dépoussiérer. Alors, M. Ahmad, il y a aussi un autre facteur sûrement auquel le téléspectateur actuellement pourrait s'attendre, qui est connu de tout le monde, que moi je dirais même peut-être qui est devenu presque légalisé, le facteur de la corruption. Oui, j'en ai parlé. Vous en avez parlé. Parce que ce que j'ai expliqué, qui est la conséquence directe aussi le système démocratique n'a... C'est-à-dire quand un arbre doit donner des fruits, il donne d'abord des fleurs. Alors, les premières fleurs de la démocratie, c'est la corruption. Parce que j'expliquais juste le volet des villageois. Des villageois, tout à fait. J'expliquais la relation avec les partis alliés. J'ai expliqué un peu le cas des opérateurs économiques. Toute cette chaîne-là, c'est une chaîne de corruption. Quand on vient dans l'administration, on ne nomme que des gens qui sont du même parti que nous. Et ces gens-là, quand ils s'asseyent, ils entretiennent les militants, les opérateurs économiques du parti, et qui, en contrepartie, ils doivent faire des opérations de corruption pour que l'ordonnateur-là puisse avoir des ressources pour gérer sa base, pour gérer sa région, pour gérer sa commune, pour gérer son village, pour gérer ses militants et contribuer au fonds national, c'est-à-dire du parti. C'est le cœur de la corruption comme ça. Donc il est important de bannir ce système démocratique à l'occidental. D'accord. Nous espérons, avec peut-être les nouvelles autorités, que les choses vont s'arranger. Le temps de rappeler à nos téléspectateurs, vous êtes présentement sur Bonferré, vous suivez votre émission, votre rendez-vous hebdomadaire. Jeunesse active, nous parlons de la construction d'un Niger de demain. Alors, face à cette construction, quelle peut être la responsabilité ou la contribution de la jeunesse dans son ensemble? Alors, nous venons là de faire un premier pas dans le sujet à travers l'identification des facteurs principaux qui peuvent être des freins, qui peuvent être des entraves au progrès, au développement du Niger. Et à l'opposé aussi, on pourrait rappeler, sinon identifier des facteurs qu'il faut aujourd'hui, dont le Niger a besoin, des éléments essentiels, indispensables au développement, au progrès du Niger. En d'autres termes, le Niger a besoin de quoi concrètement pour se construire, pour être appelé un État fort? Alors, la première chose dont on a besoin, c'est d'abord de casser les chaînes qui sont autour de notre tête. Les chaînes de ces pensées et de ces règles et de ces dogmes de l'Occident. Et c'est le plus gros du travail, apparemment. Bien sûr. Notre peuple a besoin de rééducation. Notre peuple a besoin de repères pour avancer. Regardez par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du Burkina Faso. Oui. C'est reconnu ou connu comme étant le pays des hommes intègres.
Le Niger est le pays de quel homme? On va. On n'a pas. Donc, aujourd'hui, regardez dans le cheminement, juste la première fois que retentit notre nouvel hymne national, Oui. c'est avec le premier message à la nation du président du CNSP. Du CNSP. Et regardez le contenu inspiré de cet hymne national. Et un mot-clé qui ressort dedans, c'est la dignité. On doit réintégrer dans le cerveau du tout Nigérien l'amour et la défense de sa dignité et de son honneur. C'est la première chose qu'il faut mettre dans la tête des gens. La dignité, l'honneur et l'intégrité. C'est des choses qu'il faut reconstruire dans chaque Nigérien. C'est ça que moi j'ai dit, que cette affaire de transition de 3 ans, il faut qu'on arrête ça. Parce que le mal qui a été fait au Niger n'est pas construit sur 3 ans. Vous savez, s'il faut construire un bâtiment, ça prend du temps. Mais pour détruire, c'est tout de suite. Alors, nous avons eu au moins 13 ans de destruction. Et vous voulez qu'en 3 ans, on puisse reconstruire, sauf si on veut remettre aux mêmes gens qui ont détruit nos mœurs. Donc, il est important de revenir, rebâtir le mental. S'il faut inculquer l'esprit militaire dans nos têtes, où la discipline est la règle, on aura besoin de ça. Et c'est un travail de longue haleine. Bien sûr. Ça demande du temps. Mais il faut commencer d'abord par la force. C'est pour ça quand on nous dit que la Boussénie, parce que c'est la Boussénie, non parce que on est encore dans la démocratie. Je dis qu'on n'est pas en démocratie. Nous sommes un régime d'exception. Un régime d'exception. Et que la démocratie, c'est dans la volonté de l'homme d'exception. C'est dans la volonté de l'homme d'exception. Donc, comme le régime passé, par exemple, a pu nous inculquer la ceinture de sécurité dans nos véhicules, qui au début nous prêtons attention à cause de nos 10 000 francs qu'on ne voulait pas donner à la police. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu une habitude. On doit nous amener au respect des mœurs par l'obligation avant que ça ne devienne une habitude. Il y a des valeurs à inculquer malgré les hommes, jusqu'à ce que ça devienne naturel. Donc l'intégrité, la dignité et l'honneur doivent être les repères de base. Deuxièmement, il faut qu'on puisse tracer une voie et comment on appelle ça, leitmotiv. Il faut qu'on puisse repositionner l'homme nigérien. Moi, je dis par exemple, je l'ai dit dans plusieurs de mes discours, l'Afrique est le cœur de l'humanité. L'Afrique est le futur de l'humanité. Et le Niger est la porte d'entrée de l'Afrique. Regardez la planète, la carte de la planète. Le continent, le seul continent qui est beau à regarder, c'est lequel? C'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Maintenant, prenez la carte de l'Afrique. Quel est le pays qui est le plus beau à regarder? C'est le Niger. C'est pas parce que je suis nigérien. Mais regardez la carte. Pensez que c'est un fait de hasard? Dieu ne dort pas. D'accord? Alors, ce Niger-là, ceux qui y habitent sont des élus de Dieu. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. Et c'est par là, par exemple, que l'Allemagne s'est reconstruite après la guerre mondiale. C'est par cela que le Japon s'est reconstruit après la guerre mondiale, avec les bombes atomiques qui sont tombées sur ce pays. C'est avec ça que la Chine s'est développée. Les valeurs de référence. Qu'est-ce qu'on dit aux Allemands? Après la guerre, l'Allemagne était détruite. On dit aux Allemands que vous êtes les meilleurs des hommes. Vous êtes le meilleur peuple au monde. Et par cela, vous devez reconstruire. Et les seuls médias qui existaient, les Échos, ne faisaient chanter que ça tous les jours au peuple allemand pour dire vous êtes les meilleurs des hommes. Et moi je dis, les Nigériens, vous êtes un peuple élu. Vous êtes des hommes élus. Dieu vous a choisi pour être au Niger. Alors vous n'avez pas à dormir. Construisez votre pays. Au Japon, on a lié les hommes à Dieu, à leur Dieu, à Bouddha. Et si tu aimes Bouddha,
Si tu adores Bouddha, il faut travailler, travailler et travailler. Nous sommes à 99% musulmans. Si tu aimes Dieu et son prophète, il faut travailler, travailler et travailler. Alors, M. Amadou, j'ai envie de vous demander, à travers toutes ces valeurs que vous êtes en train d'évoquer, if c'est possible, mais peut-être, personnellement, dans ma réflexion, je comprends que c'est un travail dont les fruits et les résultats ne sont pas exploités dans l'immédiat. Si c'est un travail de mentalité, et comme vous l'appelez affectueusement, le Nigérien sont des élus de Dieu, psychologiquement, ça peut tiquer. 50 ans, on a passé à répéter aux Nigériens que vous êtes les plus faibles du monde, vous êtes les plus pauvres du monde, de sorte qu'aujourd'hui, c'est devenu une étiquette dans les mentalités. Alors ça, vous pensez qu'on peut le laver en combien de temps? Alors, regarde. C'est possible. Regarde, je pense que tu m'as suivi, beaucoup m'ont suivi, je l'ai dit 2 années de suite dans mes discours prononcés officiellement sur une tribune. J'ai dit que c'est un péché de dire que le Niger est un pays pauvre. J'ai dit que nous allons déclarer la guerre à la pauvreté. Ouais. Ceux qui ont écouté, qui étaient en face de moi, que j'ai regardé, qui m'ont regardé, je suis convaincu que nous sommes sortis de la salle avec la même conviction que le Niger n'est pas pauvre. D'accord. Parce que nous avons toutes les richesses du monde, du sous-sol et du sur-sol. Nous avons la plus grande population de jeunes, le plus grand taux de jeunes dans le monde. Ouais. Et nous avons toutes les richesses du sous-sol au Niger. D'autres pays n'ont rien, rien du tout dans le sous-sol. Nous, on a tout. Toutes les richesses qu'il y a dans le sous-sol des autres pays, ils sont au Niger. D'accord. Notre terre est étendue. Voyagez par avion vers Agadez et Difa, regardez le Niger. Partout où vous voyez une conglomération, quand vous voyez une ville, quand vous voyez un village, regardez à la périphérie, les champs ne vont pas au-delà de 2 km du village ou de la ville. Après, c'est des terres étendues. Et la tradition nous dit, chez nous et ailleurs, la terre ne ment pas. Et ne mentira pas au Niger. Évidemment. Donc, il y a des choses qu'on peut rapidement inculquer. Aujourd'hui, c'est de faire... Aujourd'hui, qui ne dit pas de la Boussanino? On l'entend tous les jours, la Boussanino. Tous les jours. Zanchankassane. Mais qu'on change ces 2 mots, on a fini Zanchankassane. On est d'accord que Zanchankassane. Maintenant, c'est quoi le combat suivant? On enlève ces 2 slogans, on met autre chose. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes le peuple choisi de Dieu. Ainsi de suite. Trouvez des slogans pour ce Niger. Qu'il faut développer dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les affichages publics, partout où on peut, c'est d'inculquer ces mots forts dans la cervelle. Quand vous avez les panneaux publicitaires qui sont là au niveau des lampadaires, oui, où vous avez des téléphonies, des sociétés qui mettent des petits pancartes pour me faire leur publicité, enlevez-nous tout ça et mettez-nous des valeurs à inculquer au peuple nigérien. Donc il faut répartir sur des valeurs. Exactement. Et à côté de ça, il faut sanctionner. Ceux qui crient il faut sanctionner le régime passé, il faut sanctionner le passé et le présent. Et le présent. Celui qui déconne maintenant, qu'on le chicote. Oui. Celui qui a déconné hier, qu'on le chicote. Et celui qui va déconner demain, qu'on le chicote. Qu'on ne fasse pas de cadeau. Oui, comme je dis parfois, il faut qu'on commence à crucifier les gens. Quand on va voir que les sanctions tombent, on va d'abord arrêter au nom de la chicote, avant d'arriver au moment où on va arrêter au nom d'une conviction. Donc, arrêter les dérives, construire les valeurs par la chicote, avant de que ces valeurs-là deviennent naturelles et que ces dérives-là disparaissent naturellement. Évidemment, c'est ce qu'on nous souhaite. On le souhaite ardemment pour ce Niger que nous voulons prospère, que nous voulons répartir sur de nouvelles bases, des bases de valeurs, de civisme et de patriotisme, bien évidemment. Alors, dans ce cheminement, dans tout ce travail, dans cet espoir d'un Niger reconstruit, d'un Niger nouveau, quel est le rôle ou la responsabilité dévolue à la jeunesse? Qu'est-ce que la jeunesse doit, le rôle que la jeunesse doit jouer
dans ce travail, dans ce cheminement? Alors, on va définir la jeunesse. Selon eux, les Occidentaux, et que nous avons accepté parce que c'est eux qui nous amènent le financement, Oui. que les jeunes, c'est de 18 à 35 ans. Selon nous, les valeurs de l'islam, parce que nous sommes à 99% musulmans, je le répète, le Coran nous dit que la jeunesse c'est jusqu'à 40 ans. Il dit, et lorsqu'il aura atteint 40 ans et qu'il aura atteint sa maturité. Sa maturité. Donc jusqu'à 40 ans, on est jeune. Mais nous, on va élargir pour aller plus loin parce qu'on dit que l'âge n'est qu'un nombre. Soit. Mais pour ceux-là qui sont dans l'intervalle de 18 à 40 ans, vous n'avez pas de leçons à apprendre dans le monde. Ici à Ouaga, Brahim Traoré, il n'a pas 40 ans. Il fait des choses extraordinaires. Extraordinaire. Il construit c'est ce que hier Sankara a fait. Il avait quel âge? Il n'avait pas 40 ans. Et pourtant, il a fait secouer l'Union africaine. Il a secoué la CEDEAO. Il a secoué les Nations unies. Et il a laissé des fondations au Burkina qui vivent encore. Et nous, on veut rester regarder. Chacun a un rôle à jouer. Un rôle à jouer, fondamentalement. Dans le domaine de la sensibilisation et de l'éveil des consciences, nous avons un premier rôle. C'est la jeunesse qui a l'énergie pour sillonner le Niger, pas les vieux. D'accord. Un jeune peut se lever. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, au plus tard mercredi, c'est-à-dire en 5 jours, il peut faire le Niger. Les 8 régions revenir. Un vieux, il va le faire. Quand il va revenir à la maison, ses enfants vont s'occuper de lui. Il n'a plus l'énergie. Évidemment, tout à fait. Ensuite, dans les actions, aujourd'hui, les questions entrepreneuriales. C'est les jeunes qui doivent être sur le terrain. Et le cœur aujourd'hui, c'est l'agriculture. Nous avons des terres étendues. Aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans la saison, dans la période de contre-saison. Nous demandons à l'État de s'assumer, d'amener les machines, de multiplier par 2 les périmètres agricoles, les périmètres de contre-saison, d'amener ces jeunes là-bas. Partout où il y a une fada où des gens sont juste assis au bord du goudron à ne prendre que du thé, on n'a qu'à les embarquer dans les camions de la gendarmerie. On les amène à Walam ou à Balaya ou tout au long du fleuve. On va voir dans 6 mois qu'est-ce qui va sortir du Niger. On n'a pas besoin de les amener à Tondibia d'abord. On va les amener là-bas pour les impliquer la discipline et la morale. Et la morale. D'accord. Il y a aussi nos prisons qui sont en surnombre, qui sont bondées de jeunes Ça qui aussi, sont là-bas, tout ça. Il faut penser ça à ça. aussi, c'est une population qui est là, qu'il faut rééduquer. Par exemple, nous avons des prisons qui sont des centres de réinsertion comme à Adekaina et autres. Il faut transformer ça. Il y en a qui sont condamnés aux travaux forcés. On les amène dans les périmètres agricoles. Mais là, je parle de ceux qui sont déjà dehors, qui ne foutent rien du tout. Ouais. Et qui peuvent faire des choses importantes. Regarde par exemple aujourd'hui. On nous apprend tous les jours dans le domaine entrepreneurial à faire des savons liquides, à faire ceci, cela. Et pourtant, 80% de nos savons liquides que nous utilisons ici viennent de la Côte d'Ivoire. Et nous savons transformer, nous savons faire du savon liquide ici au Niger. Combien de jeunes font ces formations-là? Ils sont peu. Donc on n'a qu'à les ramasser. Ceux-là qui sont dans les fadas. On les amène là-bas combien de temps? C'est les militaires qui savent combien de temps il faut là-bas pour discipliner les gens. Parce que et on les amène tout de suite. la force, ça peut marcher. Il faut faire un travail. On les amène juste là-bas. Tu vas sortir quelqu'un d'autre, pas comme le quelqu'un qui est rentré. Oui. Parce qu'il y a un travail qui va transformer ça. Où on va t'apprendre et tu vas sortir un être discipliné, ordonné, avec des valeurs. Où tu n'es que désormais quelqu'un qui est là pour servir ta patrie. On les envoie dans les périmètres. On les met dans les salles pour nous faire des savons liquides. Et qu'on arrête d'amener ça de quelque part. On a tout. Là, il faut une politique forte aussi, me semble. Une politique forte, une politique de vision. Attention. Le grand péché du Nigérien, c'est de rester à attendre toujours l'État. Tu as un cabinet, toi. Tu as attendu l'État pour ouvrir ton cabinet? Non. C'est ce que doit faire chaque jeune. Qu'est-ce que je peux faire de moi-même? L'État m'a déjà tout donné. C'est l'État qui a créé les conditions de sécurité du pays. C'est l'État qui a créé l'école. Qui m'a permis jusqu'à un certain niveau que l'État me forme.
C'était jusqu'à l'université, c'est l'État qui les a donnés. Tu veux encore qu'après tes études, l'État te donne. Il faut avoir pitié. Ça devient compliqué. Il faut avoir pitié de l'État et de tes parents. Débrouille-toi à partir de cet instant. Si tu as pu avoir ton BEPC, tu as pu avoir un bac, jusqu'à un bac plus, et tu attends encore que l'État crée des conditions pour toi. Donc tu n'es pas prêt. C'est ce message qui est difficile actuellement, qui ne passe pas. Et c'est ce combat que vous faites depuis bientôt 7 ans maintenant, dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre aussi de la journée nationale du jeune leader. Alors, c'est M. Amadou, le temps qui nous était parti tard à sa fin. Peut-être on va passer un message, en termes de message à nos nouvelles autorités, aux nouvelles autorités du Niger, dans le cadre de la reconstruction de ce Niger nouveau que nous attendons. Quelle doit être aussi la responsabilité en matière d'orientation, en matière de politique d'éducation de la jeunesse, pour amener cette jeunesse-là, la placer au centre du développement de la reconstruction de ce Niger que nous voulons et que nous souhaitons tant. Alors, je vais dire deux choses. La première erreur que nos autorités doivent arrêter, c'est de se considérer comme un période de transition. Le Niger n'est pas un période de transition. Accepter ce paradigme de transition, si le Mali et le Burkina peuvent m'entendre et la Guinée n'ont qu'à m'entendre. Nous ne sommes pas en transition. Nous sommes en refondation. Et pour cela, il n'y a pas une date et une durée à ça. C'est un cheminement. C'est dire que on ne doit plus être dans le schéma où il faut ramener des hommes, que c'est eux qui vont définir un programme, dire que quand ils seront élus, c'est sur ça qu'ils vont bâtir le Niger. Non. Il faut que désormais, l'homme qui va venir au devant du Niger vienne nous expliquer comment est-ce qu'il va mettre en œuvre le programme de développement que les Nigériens se sont définis. C'est dire que les autorités doivent faire comme Traoré, qui est parti fouiller l'histoire, faire sortir ce que Sankara a semé pour mieux le faire germer. Oui. Hier, Sankara venait chaque week-end ici au Niger prendre des conseils auprès de Kounché. Sankara parlait plus que Kounché. Mais ses leçons et ses stratégies étaient prises ici au Niger. Tout à fait. Si lui les retournait voir ce que Sankara fait, retournez M. Tchani vers ce que Kounché a fait pour ce Niger. Retournez prendre la charte nationale de développement. Parce que tous les bruits que nous faisons ici au Niger sont dans cette charte, qui a été bâtie sur 5 années, qui est sanctionnée par un référendum et qui est rangée. On n'invente pas la roue pour le cas du Niger, parce que le peuple a déjà réfléchi à sa situation. Je vous en prie, fouillez, faites sortir ce document, dépoussiérez-le, mettez-le à jour, et c'est la référence. C'est à partir de cette charte que la Constitution sera définie. Et c'est à partir de cette charte que les orientations du pays, c'est à partir de cette charte que l'homme qui va gouverner demain le Niger va définir sa stratégie de mise en œuvre de l'orientation que le pays s'est donnée. Ce n'est pas un homme de venir dire que je vais faire l'initiative 3N, un autre va venir dire que je vais faire les 7E. Non. C'est au peuple de définir son chemin. L'autre dit voici la technique. D'accord, Samadou. Peut-être pour conclure rapidement, on fait signe qu'il est là. Si supposons que le CNSP nous suit actuellement et que les jeunes nous suivent actuellement, au CNSP, on vous demande de leur dire 2 mots. Que leur direz-vous? Les 2 mots, c'est simple. Relisez l'histoire pour bâtir le Niger de demain. Et le monde extérieur n'est pas notre référence. Nous devons construire un Niger des Nigériens pour les Nigériens. D'accord, M. Samadou. À la jeunesse, qu'est-ce qu'on doit dire? En 2 phrases aussi. La jeunesse, prenez votre destin en main, construisez un Niger de demain. Merci infiniment. Le message est reçu 5 sur 5. Il était question de la construction du Niger de demain, la contribution de la jeunesse. J'étais en compagnie de M. Amadou Issa Garba, associé manager général du cabinet d'Afrique. Il est aussi membre du conseil consultatif de l'association des étudiants musulmans du Niger. Avec lui, nous avons parcouru ce thème de fond en comble. Il faut retenir tout simplement que nous avons une responsabilité, la jeunesse. Cette responsabilité d'ailleurs nouvelle, liée aux événements actuels du pays, qu'il faut qu'on passe sous un angle purement spirituel. Il y a, en d'autres termes, la main de Dieu, il y a l'inspiration de Dieu dans les événements qui se produisent actuellement dans notre pays.
Et là, il faut partir sur de nouvelles bases pour reconstruire ce pays. Pas une question de 3 ans, mais une question de reconstruction jusqu'à ce que le Niger soit remis sur les rails du développement. Mais cela passe bien évidemment par des valeurs, la reconquête de nos valeurs d'antan, la reconquête de nos valeurs d'antan, la reconquête de nos valeurs d'antan, mais également cela passe aussi par les repères déjà tracés par nos prédécesseurs, nos dirigeants qui nous ont précédés, notamment Sénou Kounché. Voilà le message qu'il faut retenir. Merci infiniment à M. Amadou d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe de réalisation. Le programme continue sur Bonferré Télévision et Radio. Portez-vous bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.